Présenté au Festival de Cannes 2024, ce film est un témoignage sensible et artistique sur la parole des femmes qui se libèrent pour raconter ce qu'elles ont subi sexuellement. Ces récits sont nécessaires. Ils permettent d'éveiller les consciences, d'éduquer, de prévenir. Ils nous rappellent que derrière chaque visage, chaque regard, il y a une vie marquée par la peur, par la douleur, et que nous avons le devoir d'agir. Je remercie donc Judith Godrèche, qui n'a pas pu être présente ce soir, ainsi que la production du film, pour nous avoir autorisé à diffuser ce court-métrage ce soir. Mais au-delà de l'émotion, il y a l'action. Et l'action doit être immédiate et concrète. Nous avons la chance d'accueillir ce soir des intervenants engagés, des élus, qui, à travers leurs fonctions, travaillent à faire avancer les lois et les dispositifs de protection. Leur engagement est essentiel car c'est par la loi, par la réglementation, par des dispositifs d'accompagnement solides que nous pourrons apporter une réponse efficace et durable à ce fléau. Nous avons également parmi nous des associations qui chaque jour accompagnent les victimes, leur apportent soutien et réconfort et œuvrent à la prévention. Leur travail est indispensable et nous devons leur donner les moyens de poursuivre leur mission. En effet, sans elles, de nombreuses femmes resteraient seules face à leurs bourreaux, sans recours et sans aide. Alors c'est à nous, responsables politiques, collectivités, citoyens, de leur donner des moyens d'agir, de renforcer les structures d'accueil, d'améliorer les dispositifs de signalement et d'accompagnement. L'éducation sensible et sexuelle de nos filles, et surtout de nos garçons, doit jouer également un rôle primordial pour mettre fin aux comportements et stéréotypes sexistes qui perdurent. Nous devons aussi proposer des mesures en faveur de l'émancipation économique des femmes et de leur place dans la cité. Mon combat, notre combat à la majorité municipale à Andrézy pour plus d'égalité hommes-femmes dans la cité m'a déjà valu beaucoup de cris d'orfraie de l'opposition au nom de wokistes ou de maires qui dégenrent. Alors oui, à Andrézy, la majorité municipale souhaite permettre notamment aux femmes de se réapproprier l'espace public au quotidien. Alors oui, à Andrézy, nous investirons prioritairement pour des équipements publics, scolaires et sportifs qui profiteront massivement non aux hommes, mais pour l'épanouissement féminin. Judith Godrèche déplore, je cite, le terrifiant silence des politiques sur les affaires de violence sexuelle. C'est vrai, ce silence fut notamment assourdissant pendant le procès de Mazan. Pour autant, des femmes et des hommes ont fait de cette cause un combat quotidien. Alors je souhaite remercier particulièrement d'abord notre maire adjointe à la culture et au patrimoine, Virginie Saint-Marcoux, ainsi que l'une de nos enseignantes de la ville, Francesca Dercol, qui sont à l'origine de cette soirée à Andrézy. Je salue aussi la présence et l'engagement des députés, Sandrine Rousseau, Francesca Pasquini, Erwan Balanan. Votre travail a été ou est précieux et nous devons continuer ensemble à avancer sur ces sujets essentiels. Alors j'excuse ce soir l'absence de notre député Aurélien Rousseau qui vient d'avoir un empêchement de dernière minute, mais sa collaboratrice Maria est présente ce soir et le représente. Je tiens également à remercier les associations présentes pour leur engagement sans faille, pour leur travail de terrain essentiel et pour leur courage à dénoncer l'inacceptable. Sans elles, de nombreuses femmes resteraient seules face à la violence. Merci pour votre engagement, merci pour votre humanité et merci pour votre ténacité. Enfin, je vous remercie, vous, citoyennes, citoyens d'Andrézy ou d'ailleurs, il y a pas mal de conflanais ici, qui avez choisi de vous mobiliser ce soir. Alors, place au film et ensuite, place aux échanges. Merci. Donc la ville d'Andrézy remercie encore Judith Godrèche pour nous avoir permis de diffuser ce soir ce film. La soirée va continuer. Je vais inviter, et j'en profiterai pour vous dire quelques mots sur chacun d'entre eux, nos invités de ce soir sur scène. On va peut-être juste installer des sièges. Et ensuite, donc bien évidemment, chacun dira, je pense, un petit mot, soit sur leur travail, soit sur le film. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange avec des témoignages. On aura une association qui viendra nous faire une présentation également.
Alors peut-être déjà inviter Monsieur le maire, qui est notre hôte ce soir, à nous rejoindre sur scène. Donc il nous parlera aussi, en dehors de son mot d'introduction, du rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Merci. Je vais également demander à Mme Pasquini de nous rejoindre, donc, qui a été députée de 2022 à 2024 des Hauts-de-Seine, si je ne m'abuse. Et donc Francesca Pasquini, qui a été rapporteure. Alors je pense que je dirai le nom de la commission qu'une seule fois parce qu'il est très long. Donc, Mme Pasquini a été rapporteure de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Et donc, vous l'aurez compris, c'est aussi grâce à Mme Pasquini ce soir que la soirée se déroule. Donc, on la remercie sincèrement pour sa présence. Donc, je devais faire monter notre député de notre circonscription, Aurélien Rousseau, mais qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais nous l'excusons. Peut-être inviter Mme Rousseau à nous rejoindre. Ça ne fera qu'un Rousseau pour la soirée. Donc, qui est députée de la 9e circonscription de Paris, qui a été présidente de la commission, qui est également membre, si je ne m'abuse, à l'Assemblée nationale de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et donc notre dernier invité, Monsieur Balanan, Erwan Balanan, qui est donc député du Finistère depuis 2017, qui lui aussi a été rapporteur de la commission. Oui, bah écoutez, voilà, on va faire ça. Voilà, et donc nos invités vont nous permettre aussi de voir comment le législateur travaille, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce que le législateur fait, devrait faire ou ne fait pas aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder toutes ces questions. Peut-être donner la parole, je ne sais pas s'il y en a un deuxième micro ou pas. Il est derrière moi. Merveilleux. Donner la parole. Ah. Moi, j'ai déjà parlé, donc je vais laisser la parole à mes voisins. Bon, effectivement, voilà, la lutte contre les violences commence peut-être aussi par la lutte contre les inégalités. Hein. Et là, les maires et leurs équipes ont une responsabilité, notamment, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en matière d'investissement. Vous savez déjà, hein, les villes ont été construites par des hommes et souvent elles ont été construites pour des hommes. Voilà. Il y a pas mal de choses à changer et pour cela, voilà, les maires ont cette responsabilité de réorienter certaines priorités, de réorienter certains investissements. Je me permets aussi de me présenter sous une autre casquette puisque à côté de mon mandat de maire, je suis toujours enseignant. Et j'enseigne les sciences économiques et sociales au lycée de Conflans. Et derrière sciences économiques et sociales, il y a de l'économie et de la sociologie. Et sachez que vos enfants, notamment en première et terminale, ont des chapitres conséquents sur les inégalités sociales et notamment des chapitres concernant des parties de chapitres concernant les inégalités hommes-femmes et la socialisation genrée. C'est à moi. Alors, je vais commencer tout d'abord par remercier Monsieur le maire et la ville d'Andrézy d'avoir organisé cet événement ce soir et en particulier Madame Virginie Saint-Marcoux qui est maire adjointe à la culture et Madame Dercol qui est directrice d'école et citoyenne engagée. Donc merci à toute l'équipe municipale et merci aussi à mes anciens collègues députés. Je dis anciens parce que moi je ne suis pas réélue, Sandrine et Erwan d'être présents ce soir. Donc moi, à l'Assemblée nationale, j'ai été membre de la délégation aux droits des enfants. Voilà, comme vous, j'ai entendu Judith Godrèche lors de sa prise de parole à la cérémonie des Césars. Et j'avais été extrêmement touchée par cette prise de parole
notamment quand elle a dit moi je parle, mais je ne vous entends pas. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans ce court-métrage. Ces paroles m'avaient touchée, et ensuite Judith Godrèche a également pris la parole au Sénat et à l'Assemblée nationale devant la délégation aux droits des femmes et devant la délégation aux droits des enfants, et j'étais présente lors de cette audition. Moi, je travaillais à l'Assemblée beaucoup sur les questions de violences sexuelles faites aux enfants, et j'avais déposé une proposition de loi sur l'imprescriptibilité des viols et des violences sexuelles commises contre les mineurs, et c'était un combat qui me tenait extrêmement à cœur. Donc, immédiatement après cette prise de parole de Judith Godrèche, j'ai mobilisé mon équipe de collaborateurs, et je leur ai dit il faut qu'on dépose une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête sur les violences que Judith Godrèche a dénoncées, mais avant elle, je pense notamment aussi à Adèle Haenel, il y en avait d'autres qui ont dénoncé. Ça, elle n'a pas été la première, elle a été peut-être celle qui l'a fait de la manière la plus éclatante, celle qui a réussi à avoir le plus d'attention médiatique sur une courte période autour de cette prise de parole. Et donc le jour même de l'audition de Judith Godrèche, nous avons déposé cette proposition de résolution, et tout de suite on a eu ce qu'on appelle un soutien transpartisan. C'est-à-dire que des députés d'autres couleurs politiques se sont joints à cette proposition, et tout de suite ils ont démontré une forte volonté de faire voter cette commission d'enquête. Et au bout d'un mois, quasiment, c'est ça, oui, même pas, au bout d'un mois, donc cette commission d'enquête commençait ses travaux. J'étais rapporteur, et Juan Balanan était président de la commission d'enquête, et nous avons commencé les auditions. Alors moi, je ne sais pas toi, Erwan, mais j'avais eu quelques critiques parce que voilà, on m'a dit mais vous faites une commission d'enquête autour des violences dans le monde de la culture, autour de ce que des actrices dénoncent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu un milieu privilégié, et qu'il faudrait peut-être donner la parole aux femmes, Madame Tout-le-Monde, qui est victime de violences physiques, psychologiques, alors que là, en fait, on a l'impression un peu que vous surfez sur le creux de la vague. Moi, c'était pas du tout ma motivation, pour plusieurs raisons. Parce que derrière ce que dénonçait Judith Godrèche, il n'y avait pas que de toute façon des actrices qui étaient sur le devant de la scène. Il y avait des techniciennes, il y a des techniciennes, il y a des personnes qu'on ne voit pas, que personne ne connaît, qui ne sont pas sous la lumière des projecteurs. Et puis, de toute façon, les mécanismes des violences sont exactement les mêmes pour tout le monde. Pour tout le monde. On isole la victime, il y a des menaces parfois physiques, psychologiques, des passages à l'acte, des femmes qui ne peuvent pas, sont sous emprise, ne peuvent pas s'échapper, parfois aussi pour des raisons économiques, et c'est la même chose dans le milieu de la culture. N'oublions pas que beaucoup de personnes qui travaillent sur les plateaux sont des intermittents et des contrats précaires, et on leur dit si tu parles, c'est fini, tu ne vas plus travailler. Et ce qui a été dit aussi, c'est le risque aussi qu'a pris Judith Godrèche de parler et de dénoncer, en sachant que derrière, elle aurait eu certainement beaucoup plus de mal à travailler. Et puis pour moi, il y avait cette question très importante de l'imprescriptibilité, qui pour moi était un combat que je portais pour les mineurs, et que je commençais à réfléchir, à élargir la proposition de loi sur l'imprescriptibilité aussi pour les majeurs. Et puis il y a eu la dissolution qui a tout balayé, et c'est ce dont on ne se rend pas compte, c'est que derrière une dissolution, il n'y a pas qu'une nouvelle législature, des nouvelles élections, mais ça veut aussi dire que tout le travail qui était en cours
et balayé. Donc, ça veut dire que toutes les auditions qu'on avait faites, tout a été balayé d'un revers de main. Et le soir où j'ai eu, comme tout le monde, l'alerte sur mon portable qui disait « Ah, alerte, dissolution », j'étais dans un bureau de vote pour les élections européennes. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à la commission d'enquête. Et c'était à toutes les femmes qui nous avaient fait confiance et qui attendaient des résultats, qui attendaient énormément de ces auditions. Et on ne savait pas si elle allait être revotée, on ne savait pas ce qu'il allait arriver. Et donc c'était vraiment le chagrin le plus fort que j'avais, c'était d'abandonner ces travaux et de voir ces travaux balayés. Et puis fort heureusement, elle a pu être revotée rapidement. Et donc Erwan était toujours présent. Sandrine a pris le relais et a rejoint Erwan. Donc ils vont vous parler mieux que moi des travaux qui vont poursuivre. Et puis moi, je voulais aussi vous donner quelques chiffres, parce que quand j'ai préparé la prise de parole de ce soir, il y a des chiffres en fait qu'on a un petit peu dit sur les violences, mais qui sont quand même alarmants, parce que là, on a parlé de ce qui se passe dans le monde de la culture, et il y a 3 millions de femmes qui sont nos mères, nos sœurs, nos collègues, nos voisines, des personnes qu'on côtoie tous les jours, et ce chiffre est largement sous-estimé, qui sont victimes tous les ans de violences. Et de ces 3 millions de femmes, 89% d'entre elles sont des mères de famille, ce qui veut dire qu'il y a des enfants aussi qui sont victimes. Alors moi, j'aime pas dire que les enfants sont co-victimes, ils sont victimes comme leur maman de ces violences. 120 femmes par an sont tuées dans le cadre de violences conjugales. Une femme sur 6 a fait son entrée dans la sexualité avec un rapport sexuel non consenti. Et les femmes en situation de handicap sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles. Les femmes gagnent 25% de salaire en moins qu'un homme, et 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, 2 fois plus de femmes dénoncent des faits de violence, et on se doit de leur apporter une réponse qui est à la hauteur, parce que sinon on en revient à ce qu'avait dit Judith, à ce qu'a dit Judith à la cérémonie des Césars, c'est-à-dire je parle, mais on ne m'entend pas. Et aujourd'hui, le budget qui est mis sur la table par l'État est largement insuffisant. Autre chose qui est très importante, c'est que ces combats, ce sont des combats qui doivent être menés de manière transpartisane. Au-delà des couleurs de chacun, ce sont des combats qui méritent d'être menés tous ensemble, et aussi qu'on est tous acteurs de ces combats. J'avais travaillé sur la question des jurys populaires dans les cours d'assises. Vous savez, maintenant, il y a des cours criminels qui jugent surtout des affaires de viol, et dans ces cours criminels, il n'y a plus de jury populaire. C'est une étape très importante dans la vie d'une personne quand elle est amenée à être jury dans une cour d'assises, parce qu'on dit que chaque personne qui est jurée assiste au fonctionnement de la justice, et ensuite, dans sa vie de tous les jours, se fait porte-parole en moyenne auprès d'une centaine de personnes de l'expérience qu'elle a pu avoir lorsqu'elle était jurée. Et dans le cadre des violences faites aux femmes, c'est un petit peu la même chose. On est tous acteurs, et chacun d'entre nous peut se faire porte-parole de son combat. Moi, j'en avais jamais parlé quand j'étais élue, parce que je ne voulais pas que ce soit considéré une bataille, mais quand on s'intéresse à ces sujets, on ne s'y intéresse jamais par hasard. Et moi aussi, comme dans le documentaire, j'ai été victime de violences physiques de la part d'un ancien compagnon pendant 2 ans.
Alors, j'ai été devenue un peu une experte de la façon dont on choisit la tonalité de son fond de teint. Je suis experte de celui qui se rapproche le plus de la couleur de ma peau parce que ça servait à cacher les bleus sur les bras, les bleus autour du cou. Ça servait voilà, à rester dans le silence et à ne pas faire en sorte que ça en parle autour de moi parce que j'avais honte. Et en fait, c'est le jour où il m'a giflé en pleine rue et que la personne qui passait à côté de nous, un adulte, un homme, a rigolé, où je me suis aperçue que en fait j'étais devenue rien et que je subissais des choses que je n'avais pas à subir et qu'il fallait que je me relève. Et c'est ce jour-là où j'ai dit stop, parce que c'est un moment qu'on n'oublie pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne confiance en moi. Ça a pris longtemps, c'est jamais immédiat. Il faut se relever, il faut réapprendre à se regarder dans le miroir, il faut réapprendre aussi à s'aimer. Et j'aime beaucoup les mots qu'avait choisis Judith Godrèche à la fin de son intervention pendant la cérémonie des Césars. Elle avait dit « Il faut se méfier des petites filles, elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. » Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi. J'ai pu rebondir après avoir touché le fond de la piscine, mener des combats. Et puis je suis heureuse aussi de voir que ces combats continuent à l'Assemblée, heureuse de savoir qu'on peut travailler main dans la main, même quand on n'a pas la même couleur politique, pour ces causes qui sont chères et qui doivent tous nous rassembler. Merci. Merci, Jessica. Merci pour ce que tu as fait à la fin de cette législature un peu particulière, comme tu as dit, qui s'est finie en queue de poisson avec cette dissolution. Quand il y a eu la dissolution, j'ai exactement pensé à la même chose que toi. Je me suis dit, merde, notre commission d'enquête. Et dès que la campagne a commencé, j'étais parfois interrogé, et puis j'ai été beaucoup sollicité sur les réseaux sociaux par des gens qu'on avait déjà auditionnés. Je leur avais fait une promesse, je leur avais dit si je suis élu, je reprendrai les travaux de la commission d'enquête. Et c'est ce que j'ai fait dès le mois d'août en déposant le même texte que le tien, que l'autre en fait, puisqu'on l'avait co-signé. Et j'ai aussi appelé la présidente de l'Assemblée nationale pendant l'été. Je lui ai dit, écoute, on a une commission d'enquête qui quand même, je pense, faisait un travail extrêmement utile et qui dépassait la question du cinéma, de la culture, qui était une commission d'enquête sur un sujet de société sur lequel il faut que notre société change profondément. Et elle a tout de suite dit, on verra comment on peut faire, mais si c'est transpartisan, évidemment, on la fera. Et on s'est parlé un peu après, et puis Sandrine a repris le flambeau derrière Francesca. Alors on a inversé nos rôles, puisque souvent c'est celui qui dépose, qui a le choix d'être rapporteur ou président, et puis bon, j'ai choisi d'être rapporteur, j'avais été président avec toi, c'était ça. Mais je crois que tu l'as dit, l'importance d'une démarche transpartisane, alors qu'il y a une démarche transpartisane, mais il ne faut pas non plus se tromper, c'est pas complètement transpartisan. Il y a des familles politiques qui ont un peu plus de mal avec ce sujet-là. Et donc, non mais pour revenir sur le sujet, je laisserai Sandrine parler aussi tout de suite de comment on a abordé nos travaux. Pour moi, ces travaux, je les aborde comme justement le monde du cinéma, le monde du spectacle vivant, le monde de
de l'audiovisuel, le monde de la mode, le monde de la publicité, ne sont pas complètement différents du monde, de la vie de tout le monde, de la vie ordinaire. Mais ils ont, et c'est pour ça que c'est important qu'ils changent, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité forte parce qu'ils sont prescripteurs de la société que l'on veut voir. C'est-à-dire les auteurs sont quand même des gens qui écrivent ou qui font des œuvres pour donner une image de la société, mais ils sont aussi le reflet, le miroir. Et donc, en ce sens, ils ont quelque part, ce monde-là aussi, un devoir d'exemplarité. Et on l'a vu, on le voit encore, il n'est pas comme le reste de la société exemplaire. Mais il a cette capacité, s'il change, je l'espère, en tout cas, c'est peut-être la naïveté légendaire qui pense ça, c'est que je pense que si on arrive à faire changer ce monde du spectacle vivant, qui a déjà beaucoup évolué, mais je crois qu'il pourra être prescripteur de films, d'œuvres qui disent autre chose que ce qu'est la société actuelle et qui dit peut-être la société que l'on aimerait bien collectivement avoir. Donc c'est comme ça qu'on aborde ces travaux. On avait fait 23 auditions avant la dissolution et là au dernier compte on est à 85, donc 23 plus 85. On a vu beaucoup de monde, on a, je crois, Sandrine qui pourra le confirmer, beaucoup travaillé. Le travail n'est pas encore fini, on va encore continuer demain, après-demain, et puis jusqu'au 2 avril, au moment de l'adoption du rapport. Et j'espère qu'on fera des propositions qui seront des propositions évidemment axées sur le monde du cinéma, du spectacle vivant, enfin le périmètre de notre commission d'enquête, mais qui donneront aussi des pistes de réflexion sur le reste de la société. Et donc voilà comment on aborde ce travail qui nous reste à faire. Moi je remercie encore chaleureusement Francesca déjà de nous avoir invités ce soir, mais d'avoir initié le travail. Pour la petite anecdote, on était ensemble à cette même audition de Judith Godrèche, qui était une audition commune de la délégation aux droits des enfants et la délégation aux droits des femmes. Et pendant l'audition, moi j'avais envoyé un certain nombre de textos à Perrine Goulet, qui était la présidente. Je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose, surtout sur le volet enfance et le volet ce monde du cinéma. Et on se dit bah oui, il faut qu'on regarde, on va travailler, on va faire une résolution pour faire une commission d'enquête. Et la commission d'enquête, l'audition était finie et tu avais préparé, parce qu'elle avait dit au Sénat avant, ton projet de résolution. Alors nous, on aurait pu se dire, on va faire le nôtre et puis on verra qui va gagner. Et moi, j'ai tout de suite dit non, on va s'associer avec eux, parce que je crois que ça sera beaucoup plus fort si en transpartisan, on y va comme ça. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu aller vite, je crois. Et sur plein d'autres sujets, je pense qu'on pourrait aussi travailler de cette manière. Bonsoir à tous et toutes. Moi j'ai repris à la suite de la dissolution la présidence de la commission. Je dois dire que je ne sais pas trop comment parler de cette commission parce que on y a passé beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé et pourtant j'ai quand même ce sentiment que on n'a pas encore fait le tour du sujet. Et c'est assez frustrant comme sentiment parce qu'on arrive à la fin, on va rendre le rapport, et pour autant on n'a pas complètement fait le tour du sujet parce que je l'ai déjà dit et Erwan me l'a entendu dire, mais moi j'ai été très très frappée par le fait que d'un côté on a des actrices, des musiciennes, des chanteuses, des maquilleuses, des techniciennes, des animatrices radio, des costumières. On a aussi des acteurs, on a des enfants, ou des anciens enfants qui sont devenus adultes, qui arrivent à l'Assemblée nationale dans les auditions, absolument, mais terrorisés. Terrorisés. Très souvent, ils commencent en disant « je n'ai pas dormi depuis plusieurs nuits ».
Souvent, ils ont des papiers sur lesquels ils ont écrit ce qu'ils allaient dire et ce qu'elles allaient dire, de manière très minutieuse. Souvent, quand ils tiennent ou quand elles tiennent les papiers, elles tremblent. Et on peut se dire, c'est pour des personnes qui sont un peu impressionnées par le cadre, mais la même chose s'est passée pour des Juliette Binoche, pour des Anna Mouklalis, pour des Nina Meurice, pour des... Et en fait, ce moment-là, ce moment où les victimes arrivent et nous confient ce qu'elles ont à nous dire, est toujours un moment extrêmement fort et où on sent une responsabilité très forte aussi qui nous est donnée d'être à la hauteur de ce qu'elles vont nous dire. Et ces personnes, à chaque fois, nous disent la même chose, c'est-à-dire une récurrence dans leur vie d'artiste ou de travail ou de salariés dans le monde de l'art, une récurrence des violences. Et quand on a des actrices qui ont des carrières incroyables, qui sont des têtes d'affiche, qui ont joué les plus grands rôles que le cinéma français ou que l'audiovisuel français ont pu donner, et qui sont encore là à nous dire mais il y a 3 semaines, il s'est passé ça. En fait, il y a quelque chose d'assez impressionnant dans la récurrence et dans le caractère systématique de ces violences. Et puis à côté de ça, on a d'autres personnes qui sont les responsables des institutions, qui sont les chefs les chefs de service, les chefs de plateau, les responsables, qui souvent sont de bonne volonté, la plupart du temps sont de bonne volonté, essayent de bien faire, essayent de mettre en place les dispositifs, et pourtant n'arrivent pas à capter par les dispositifs qui sont mis la parole ou à capter les faits qui se déroulent sur les plateaux. Et là, on est face à une limite qui est comment fait-on pour renverser cela ? Et je pense que demain, nous avons une journée d'audition très importante où nous allons toucher du doigt, je pense, enfin, là où se situe le problème. C'est-à-dire dans véritablement qui exerce le pouvoir et comment. Et quels sont les moyens que ces personnes peuvent déployer pour éviter que la parole véritablement ne se libère, qu'elle ne soit véritablement traitée, instruite et suivie de sanctions. Et peut-être que demain, après ces mois et ces mois de travail, on va vraiment toucher du doigt où est le problème. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que là, on va faire un rapport et il y aura derrière des propositions législatives et on va essayer de vraiment beaucoup mieux protéger. Mais on a aussi une révolution culturelle à faire. Cette révolution culturelle, c'est de se dire qu'il n'est pas normal qu'une femme, toutes les 7 minutes en France, soit victime de viol. Il n'est pas normal que 165 000 enfants soient victimes de viol chaque année en France. Il n'est pas normal qu'il y ait 120 000 femmes qui subissent des violences conjugales. Mais surtout, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait que 0,6% des viols qui soient condamnés. Cela n'est pas possible. Et vraiment, je vous le dis, il faut que ça devienne impossible à supporter. Parce que tant que la justice ne passe pas, tant qu'il n'y a pas une responsabilité collective autour de ces violences, tant qu'il n'y a pas un éveil collectif, quelque chose qui dise que c'est insupportable pour tout un chacun, quand bien même ça n'est pas nous qui les subissons, que nous sommes à côté, que nous sommes sur le même plateau, que nous sommes dans la même école, si nous ne nous levons pas tous ensemble, concernés ou pas concernés directement, si nous ne trouvons pas insupportable l'impunité des auteurs, alors nous n'y arriverons jamais. Jamais. Et en fait, cela, nous ne pouvons pas le mettre dans la loi. Parce que cela, c'est vraiment une prise de conscience que nous avons un problème. Pas un petit, un énorme problème. Il est inadmissible que la plupart des femmes aient croisé dans leur vie des violences. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas admissible.
Et on ne peut pas toujours s'en remettre à la justice. À un moment, nous avons tous et toutes une responsabilité pour dire que nous ne voulons plus de ce monde-là. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Peut-être avant de passer parmi vous, parce qu'on va avoir ce temps d'échange qui est important, avec des questions, avec des témoignages. On a aussi la chance, au niveau local, d'avoir la représentante du dispositif Flora pour la ville de Conflans, qui va pouvoir nous en parler aussi un petit peu, de Vos. Avant tout ça, peut-être inviter, on a une association qui est parmi nous et on voulait qu'elle vienne prendre la parole. Je vais dire correctement Women and Safe Children. Je sais pas, super. Presque. Qui vont venir prendre la parole et qui vont nous faire une petite présentation de 10 minutes de leur travail. Oui, je vous inviterai à remonter sur scène juste après pour répondre aux questions peut-être. Venez, on va vous donner, voilà, je vous laisse prendre le micro. Je ne sais pas si au niveau des diapos on est prêt. Peut-être vous présenter déjà. Avec plaisir. Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, un grand merci à vous pour l'organisation de cette soirée. Vous imaginez bien qu'en tant qu'association qui prend en charge au quotidien des femmes et des enfants victimes de violences, on est très heureux que vous ayez organisé cette soirée. On a été pas mal sollicité à l'occasion du 8 mars dans différentes communes et c'est une très bonne chose parce que c'est courageux aussi d'aborder ces sujets-là. C'est pas facile de mobiliser ces populations parce que je pense que ça ébranle un peu tout le monde. Le film qu'on a vu ce soir était extrêmement touchant. Pardon de commencer comme ça, mais moi, dans les 2 premières minutes de ce film, j'ai eu l'impression d'être dans l'association au quotidien, tous ces témoignages de victimes qu'on entend. Voilà, c'est notre travail tous les jours. Donc merci de nous avoir aussi donné l'occasion de voir ce court-métrage qui était extrêmement intéressant. Donc l'association Women Safe and Children des Yvelines est une association qui prend en charge des femmes et des enfants victimes de tout type de violence, pas uniquement de la violence intrafamiliale, malheureusement toutes les formes de violence qui existent. Et on est un petit peu unique dans notre dimension de prise en charge commune, puisque nous prenons les femmes en charge, mais également les mineurs, et c'est un peu une spécificité. Donc pour vous dire quelques mots de l'histoire de l'association, elle a été fondée en 2014 par Frédéric Mars et le docteur Foldès. À l'origine, l'idée c'était d'accompagner les femmes victimes de mutilations sexuelles, et puis en fait très vite ça s'est élargi aux femmes victimes de violences en général. Forcément à côté de ces... Alors pardon, le slide, merci beaucoup. Donc 2014, on peut enchaîner sur le suivant, 2017. Frédéric Mars, la fondatrice, a tout de suite fait le constat qu'à côté des femmes victimes, il y avait très souvent des enfants victimes. Et moi aussi, Madame la députée, je suis très attachée à la notion de victime, les enfants victimes et pas co-victimes, parce que malheureusement, certains sont victimes dès la vie intra-utérine. Donc 2017, la création du pôle mineur, qui fait aujourd'hui quand même de nous quelque chose, enfin une association un petit peu spéciale. En 2021, le modèle, ayant remporté plutôt un grand succès, a commencé à se déployer dans d'autres régions. Donc il y a eu d'abord la création d'une association nationale, puis un essaimage en 2022 dans des territoires ruraux, un peu moins bien desservis par les services publics. Donc Évian d'abord, la Corse, et puis nous verrons cette année la naissance d'une association dans le Finistère. Pour lutter contre les violences d'une manière générale dans la société, il est très important de sensibiliser et de former. Donc en 2024, Women Safe a déployé son académie de formation. Et nous formons notamment les policiers des Yvelines, mais pas que, à l'accueil. Et on sait à quel point c'est important. Toute femme qui a dû aller déposer plainte un jour dans sa vie, dans un commissariat de police, auprès d'un policier, c'est à quel point il est important que ce policier soit formé à ce recueil de plaintes. Alors, quand je vous dis prendre en charge les femmes et les enfants, ça consiste en quoi? C'est une prise en charge globale en matière de santé et de justice. Donc, pour les adultes, enfin pour les femmes, vous devez avoir aussi un slide qui présente tous les modes de prise en charge.
Hop, mais j'ai peut-être loupé les chiffres avant, je ne vous ai pas donné de chiffres. Donc juste, voilà, ça c'est notre petit cocon dans les Yvelines, on est basé à Saint-Germain-en-Laye. Vous voyez d'un côté, on a essayé en fait de rendre cette association un peu comme un appartement dans lequel les femmes viendraient se mettre en sécurité dans la journée et recevoir les soins dont elles ont besoin. Et vous voyez à gauche la photo de la salle enfance de notre pôle mineur. Donc juste quelques chiffres avant de vous redétailler les modes de prise en charge. Donc plus de 5100 femmes prises en charge par l'association depuis sa création dans les Yvelines, environ 100 consultations hebdomadaires. L'année dernière, on a accueilli 382 nouvelles femmes victimes de violences, 75% d'entre elles sont yvelinoises, et nous avons une file active de patientes sur toute l'année, à peu près de 528 femmes. Voilà. En ce qui concerne les mineurs, la page suivante, on a accueilli l'année dernière 87 nouveaux mineurs, dont la moitié qui sont des enfants qui bénéficient d'un accompagnement aide sociale à l'enfance. En tout, depuis 2017, c'est plus de 615 mineurs qui ont été pris en charge. Ce que je ne vous ai pas dit, donc, c'est que nos prises en charge sont entièrement gratuites pour les bénéficiaires, ce qui nous pose à nous, l'association, un enjeu majeur, c'est aller trouver des financements. Madame la députée, je crois que c'est vous qui avez dit que l'enveloppe budgétaire n'était pas suffisante. Sincèrement, c'est notre quotidien, puisque vous savez bien qu'une prise en charge médicale, psychologique, psychocorporelle, ça a un coût important. Pour nos mineurs, en plus, elle est en illimité. Donc, pour vous donner un exemple récent, j'ai signé une attestation avec 97 consultations de psychologues et environ 100 € la consultation. On imagine que cette jeune fille qui est prise en charge chez nous depuis 2020 a coûté involontairement à l'association 10 000 €. Donc voilà, il y a une vraie question de financement et de complexité. Là, si vous avez aussi quelque chose à faire évoluer sur le sujet, si je peux en profiter, c'est la simplification des démarches administratives autour des appels à projets, puisqu'elles prennent énormément de temps et que le temps dont on dispose, je préfère le consacrer vraiment à la prise en charge des victimes qu'à ce remplissage administratif. Voilà, alors nos prises en charge. Donc pour les majeurs, la femme arrive et j'ai la chance à mes côtés d'avoir ce soir une de nos patientes, donc c'est vraiment un bonheur ensuite de lui passer la parole pour qu'elle partage son vécu à elle. La porte d'entrée, c'est un entretien infirmier qui permet de recueillir l'histoire de la patiente. Cette histoire, elle est inscrite bien sûr dans un logiciel métier qui permettra à la femme de ne pas raconter son histoire à tous les intervenants qui vont l'accompagner. Donc ensuite, en fonction de ses besoins, on staffe chaque fin de demi-journée. On peut l'orienter vers nos médecins, nos psychologues et dans un deuxième temps, tout notre panel de psychologues. Parce que la femme a besoin de soutien psychologique, mais elle a aussi besoin de se réapproprier son corps, de se retrouver, ça aide autour de tout ce qui est confiance en soi, etc. Donc pour les femmes, au niveau psychologique, on leur offre 8 séances d'accompagnement individuel thérapeutique et ensuite, si elles le souhaitent, si ça leur correspond, on les oriente vers nos groupes de parole, nos parcours de reconstruction. Je ne vais pas vous donner plus de détails, l'idée c'est pas de vous ennuyer ce soir, voilà, certaines femmes vont être avec nous pendant plusieurs années. Julie est à nos côtés depuis 2 ans maintenant. Voilà, et l'objectif ultime, le jour où la femme a terminé son parcours de reconstruction, qu'on sera allé jusqu'à l'accompagner, si besoin, vers un retour à l'insertion professionnelle et qu'elle aura pu porter un nouveau projet professionnel si c'est son choix, à son tour, quand elle sera prête, elle pourra venir aider les autres femmes de l'association, puisque l'idée c'est vraiment de créer un élan de sororité au sein de nos patientes. Et on a par exemple une d'entre elles qui est accompagnée depuis 2020, qui aujourd'hui masse nos patientes après avoir porté ce projet de reconversion professionnelle. Et en ce qui concerne les mineurs, donc la porte d'entrée, elle est juste en face de moi. Elle s'appelle Coralie, c'est notre coordinatrice opérationnelle du pôle mineur, elle est éducatrice spécialisée. Elle va recevoir les parents ou la maman, dans un deuxième temps la maman avec l'enfant, ensuite l'enfant. Et quand cet enfant sera prêt, si c'est nécessaire, si ça correspond à ses besoins, à passer à l'étape d'accompagnement psychologique, elle sera reçue par une de nos psychologues, enfin prise en charge.
par une psychologue du pôle mineur, et cet accompagnement pourra durer plusieurs années, parfois s'arrêter, parfois revenir. Chez nous, on dit que les enfants, ils ont un CDI, ils savent, ils rappellent, ils sont réaccueillis. Vous le savez aussi, la santé mentale, c'est extrêmement saturé, c'est un vrai sujet. Donc, quand on essaie de réorienter ou quand des familles vont taper aux portes des CMPP, des CMPE, il y a 6 mois, 1 an d'attente actuellement. Ça fait que nous, on a aussi une montée en puissance des demandes du pôle mineur. On a une spécificité très forte au niveau de l'inceste, puisque c'est bien sûr une problématique majeure dans les familles françaises. Et donc, on a un cercle de parole spécifique pour l'inceste et une psychologue enfant qui travaille beaucoup sur ces questions d'inceste. Voilà, j'espère. Je regarde Coralie, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai pas parlé du juridique, pardon. Alors, notamment pour les femmes, on a des juristes, une permanence des avocats du barreau de Versailles, un mercredi sur 2, puisque alors si c'est très urgent, c'est-à-dire que la femme elle a besoin d'aller porter plainte, on va cumuler rendez-vous infirmier, rendez-vous juriste dans la même demi-journée pour éviter de lui faire des allers-retours. On est très soutenu, très proche des services de police. On a la chance d'avoir dans l'association Fabienne Boulard, qui est la policière référente violences faites aux femmes sur le département des Yvelines. Et on travaille très bien avec les commissariats, les travailleurs sociaux des commissariats. Moi, je suis un petit peu une vieille infirmière puéricultrice. J'ai connu l'époque où on ne parlait pas du tout des violences faites aux femmes. Et puis un jour, j'ai vu la montée en puissance. Tout est encore perfectible. De nombreux progrès sont encore réalisable, mais quand même la situation a bien évolué et aujourd'hui avec la mise en place des travailleurs sociaux dans les commissariats, ça facilite quand même le travail des associations et la prise en charge des femmes. Voilà, maintenant je vais laisser Julie vous parler de son expérience à elle. Bonsoir à tous. Voilà, moi j'ai été accueillie à l'association ONCEF il y a 2 ans et je peux témoigner que être accueillie par une association qui vous écoute, où vous êtes entendu, déjà c'est un énorme réconfort, surtout quand on a des violences, c'est souvent la parole contre l'autre, donc c'est très très difficile psychologiquement. L'association ONCEF a apporté en plus, est pluridisciplinaire, donc il y a un côté juridique, il y a l'infirmière, il y a la psychologue, il y a énormément de choses, il y a même l'art, il y a énormément de choses. Et le parcours, il est vraiment intéressant pour se reconstruire. Là, je suis en 2e année de ONCEF. J'ai l'impression d'une 2e année. Voilà, mais c'est vrai que, en fait, ce qui est bien, c'est un lieu vraiment qui est sécurisant. Et c'est vrai que quand on est victime, on a besoin de cette sécurité pour pouvoir libérer sa parole. Parler est très important. Être cru, parce qu'on est souvent dans le doute, on est tout le temps dans le doute en fait, même dans le doute de ce qu'on a subi, et donc c'est essentiel. Et du coup, moi, en fait, comme c'est très très dur pour moi de parler, ça fait 2 ans que je suis à l'association, que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je remercie cette association qui est essentielle, vraiment essentielle. C'est pour ça que je continue encore. Moi, je vous ai écrit un petit discours. Ça sera beaucoup plus facile pour moi de communiquer un message. Parce que, en fait, ce qui est triste, c'est de ne pas parler, de garder pour soi, de subir. Voilà, et j'avais plus envie d'avoir un côté un peu plus lumineux dans tout ça. Donc, si vous voulez bien, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Alors, les femmes portées et porteuses du monde. Alors, je m'appelle Julie Musard, je suis actrice, mannequin, mère de famille, écrivaine, photographe. J'ai moi-même été victime de violences dans ma vie privée. Aujourd'hui, je ne me fais pas l'avocate de toutes les victimes, mais je pose ici des mots sur mes mots et sur les mots de tant d'autres. Celles qui ont été harcelées, violentées, brisées. Celles dont l'intégrité physique ou morale a été remise en cause par des mots, des gestes, des silences complices. À vous qui aujourd'hui avez peur, honte, qui pensez qu'il n'y a plus d'issue, je veux vous dire qu'il y a toujours une porte, même invisible, même lointaine. Je veux que ce message soit un phare dans la nuit pour mes propres filles, pour les filles de mes amis, pour toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur histoire, leur classe sociale. Car nous, les femmes, nous portons le monde. Nous le portons dans nos ventres, dans nos bras et dans nos cœurs.
Sans nous, ce monde ne serait rien. Mais il y a un fait terrible, une ombre qui rôde dans chaque recoin de la société. Les prédateurs savent à qui ils s'attaquent. Ils s'infiltrent par nos failles, se glissent dans nos blessures avec des mots sucrés, des attentions en apparence bienveillantes, des gestes qui semblent protégés. Ils nous choisissent, non pas par hasard, mais parce qu'ils sentent, flairent, devinent les âmes sensibles. Celles qui aiment trop, celles dont l'émotion palpite à fleur de peau, celles dont la tendresse est un langage et la confiance une offrande. D'abord, ils rassurent, ils tissent un cocon où l'on croit être en sécurité. Ils soufflent sur nos craintes pour les dissiper, puis lentement, insidieusement, ils referment la porte. Et dans ce labyrinthe d'illusions, ils nous font croire que nous sommes folles. Folles d'aimer, folles de douter, folles d'oser lever la voix contre l'inacceptable. Et cette société, pendant trop longtemps, a prêté l'oreille aux bourreaux et tourné le dos aux survivantes. On a mis sur le banc, dans l'ombre, celles qui ont osé parler. Mais aujourd'hui, le mur de cette injustice est tombé, comme le mur de Berlin, il s'est effondré sous la force du courage de certaines. Des voix qui ne se taisent plus, des vérités qui jaillissent comme des rivières en crue. Et aujourd'hui, je suis ici pour dire plus jamais. Plus jamais nous ne laisserons l'histoire se répéter. Plus jamais nous baisserons la tête devant la honte qui n'est pas la nôtre. Plus jamais nous ne permettrons à nos filles, à nos petites filles, aux générations futures de grandir dans un monde où l'on excuse l'impardonnable. À celles qui souffrent aujourd'hui, voici quelques lumières sur le chemin. Parlez. Parlez même si votre voix tremble, même si l'on tente de la minimiser. Parlez à une amie, à une association, à un inconnu sur une ligne d'écoute. Écoutez votre intuition. Elle est souvent plus juste que toutes les excuses que l'on vous sert. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent. L'amour ne fait pas mal, l'amitié ne ronge pas, le respect ne se marchande pas. Apprenez à reconnaître les signes. Un contrôle insidieux, des remarques qui blessent, un isolement progressif. Ce ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des alertes. Sachez qu'il y a toujours une porte, même quand on croit être au fond du gouffre. Il y a une main tendue, une lumière, une issue. Et aux hommes, je veux dire ceci, nous ne sommes pas vos ennemis, vous ne pouvez pas briller en éteignant nos lumières, il y a de la place et de la lumière pour tout le monde. Il est temps d'éduquer nos enfants, nos fils, nos frères, de leur apprendre que la force ne se mesure pas à la domination, que le respect se sème dès l'enfance, que ce monde ne peut être harmonieux que si nous avançons ensemble, en égaux, en alliés. L'avenir n'appartient pas à ceux qui écrasent, l'avenir appartient à ceux qui construisent. Et ensemble, hommes et femmes, nous pouvons bâtir un monde où la peur ne dicte plus nos vies. Voilà, merci. Merci beaucoup. Parfait, voilà. Alors peut-être, on va faire un moment de translation. Je vais descendre et je vais inviter nos députés, M. Maire, à monter sur scène. Peut-être pour continuer, et après je passerai, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole, témoigner, poser une question. Juste donner la parole quelques minutes à Madame Devos, qui est la représentante, alors peut-être qui vient de Conflans, qui est la représentante de la ville de Conflans ce soir, qui va nous parler donc du dispositif Flora mis en place par la ville de Conflans et auquel la ville d'Andrézy appartient. Voilà. Merci pour cette invitation. Oui, alors le dispositif Flora, c'est Femmes, Logement et Réseau d'accompagnement. C'est un dispositif qui existe depuis 2013, puisqu'il y avait les villes de Poissy, Achères,
Conflans. Et Andrézy et Maurecourt nous ont rejoints donc en 2019. Il fait un bassin d'à peu près 117 000 habitants. L'originalité de ce dispositif, c'est un portage par les communes, en fait, avec des conventions de partenariat et de financement avec la ville gestionnaire, donc qui est Conflans-Sainte-Honorine. Ce dispositif, est assuré par des coordinatrices. On en a deux. On a deux coordinatrices qui assurent cette mission, donc qui assurent les rendez-vous dans les 5 villes, qui accompagnent les femmes victimes de violences dans leur démarche, qu'elles soient sociales, professionnelles, juridiques, éducatives et de santé. Et elles font aussi également des visites à domicile donc dans les hébergements et recherchent des solutions donc pour la suite donc lors de la sortie de ces hébergements. Ce que je peux dire du dispositif aussi, c'est qu'actuellement, il fonctionne plutôt bien. Il repose donc sur différents volets. Il propose un hébergement familial donc en logement social, donc pour les femmes qui en ont besoin. Il n'y a pas de stigmatisation, la sécurité et l'anonymat des logements donc est normalement assuré. Il propose bien entendu une rupture de proximité et donc avec un éloignement du conjoint violent, mais pas d'éloignement effectivement sur les réseaux sociaux et amicaux, où là c'est beaucoup plus difficile et ça peut effectivement poser quelques problèmes. Il propose aussi un accompagnement social global en coordination avec les différents acteurs donc, du territoire. Et on a aussi des ateliers de reconstruction, notamment des ateliers de boxe qui fonctionnent très bien, où les femmes viennent avec leurs enfants. Mais il y a aussi des sorties théâtre, des sorties aussi vacances, petites vacances, de l'estime de soi aussi et du bien-être. Et ce dispositif s'appuie sur les services municipaux, bien entendu, que ce soit la petite enfance, la scolarité, pour les inscriptions scolaires, l'appui aussi pour les services logements, quand il y a des choses à faire dans le contingent municipal. Puisqu'actuellement, on a sur les 5 villes 17 logements. Donc 17 logements. Et chaque année, on a à peu près entre 120 et 150 femmes donc, qui sont accompagnées, bien sûr, qui ne sont pas logées forcément, puisque le but aussi, c'est de loger les personnes qui en ont vraiment besoin, pour les éloigner de leurs conjoints violents, mais c'est aussi d'accompagner les femmes dans leur démarche pour avancer aussi quand c'est nécessaire. En 2024, pour avoir une idée, 124 femmes et 254 enfants donc, ont été suivis dans ce dispositif, dont 25 femmes et 42 enfants donc, sont actuellement hébergés donc, dans ces 17 logements. Au niveau du financement, donc, il y a une dépense à peu près de 286 000 euros par an, avec des recettes donc, de l'État de 56 000 euros. On a des recettes aussi du département. Et on a aussi 40 000 euros de participation des femmes à l'hébergement, puisque les femmes, quand elles travaillent, on leur demande une petite participation, disons, à leur logement. Et le restant, donc 160 000 euros des communes, donc au prorata de leur nombre d'habitants, donc qui est considéré à 1,37 euros par habitant. Bon, la région ne finance malheureusement pas parce que c'est porté par des communes et non des associations. Donc voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est en plein dans les solutions dont on parlait aussi à l'échelle locale, territoriale. Est-ce qu'il y a peut-être, pour enclencher ces discussions, une question, des témoignages? Une question ou un témoignage. Hop. Dans les pays scandinaves, je crois aussi en Espagne, c'est pas la femme et les enfants qui doivent partir, c'est l'homme. Parce que les femmes ont déjà vécu des violences conjugales, sauf, alors je veux bien qu'elles
qu'elles aillent Plus dans proche, peut-être. Je veux bien qu'elles aillent dans un hébergement quand c'est vraiment, elles sont en danger de mort imminent, comme ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, ça se fait bien dans les pays scandinaves et je crois avoir entendu parler en Espagne. C'est l'homme qui doit partir. Parce que les femmes et les enfants ont déjà subi des violences et en plus, il faut qu'elles se retrouvent dans un petit logement, il faut que les enfants changent d'école. C'est tout un tsunami pour la femme et les enfants, plus tout ce qu'elles ont subi. Et je vois pas pourquoi ce serait pas l'homme qui parte et qui soit surveillé, comme ça se fait dans ces pays-là. Ça se passe très bien. Donc, moi, je trouve ça vraiment choquant que ce soit la femme et les enfants qui soient obligés de partir, alors que c'est l'homme qui est coupable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que c'est grave. Merci. Monsieur Balanon ou Madame Rousseau? Juste, les autres compléteront, mais ce que vous soulevez là, ça soulève tout un tas de sujets, et ça soulève en réalité un sujet qui est souvent un angle mort un peu de cette question-là, c'est que on a une culture patriarcale et on a des femmes qui, souvent, quand elles sont, et d'autant plus quand elles sont sous emprise d'un homme, sont écartées de leur travail, écartées de leurs amis, ce qui fait que souvent, le propriétaire de la maison dans laquelle ils vivent, c'est l'homme. Donc, juridiquement, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de la maison, donc c'est compliqué. Mais voilà, mais on a, ça fait partie des violences et des violences dites secondaires, c'est-à-dire que vous allez porter plainte, vous avez cette force, ce courage qui est difficile, vous gagnez ou vous êtes protégé par les associations qui font de plus en plus un travail remarquable, mais effectivement vous devez partir de l'endroit où vous avez fait une partie de votre vie avec vos enfants et dans une précarité économique forte. Et ça, c'est une des stratégies des auteurs. Hein. C'est ce qu'on appelle l'emprise et les mesures de coercition qui peuvent être prises pour que votre conjointe, c'est français, oui, ne participe plus à la vie sociale, amicale, économique. Et juste sur la question économique, moi j'ai un chiffre qui me choque énormément. C'est sur l'ensemble d'une vie, entre un homme et une femme, la différence de patrimoine moyen entre un homme et une femme, c'est 500 000 €. La différence de ce que l'homme et la femme, en moyenne, entre vous tous, là, moi, homme, vous, femme, la différence, la médiane, c'est 500 000 € de différence. 500 000 €, c'est le prix d'une maison, en tout cas chez moi en Bretagne, c'est une belle maison déjà. Donc, vous voyez cette question des violences économiques, c'est un vrai sujet aussi. Moi, je pense que... Alors... Bah, le mariage, ça protège pas toujours, hein, ça peut aussi... Voilà, je sais pas, tu veux compléter peut-être? Ça protège pas des coups, quoi. Ça protège pas des coups de la violence. C'est violence sur violence, vous avez raison, et c'est ça qui est d'autant plus dur. Mais effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Sandrine, c'est qu'il faut un vrai changement sociétal. C'est qu'on vit en France dans une société patriarcale, comme l'a dit Erwan. Il y a des pays vers lesquels il faut que nos regards se tournent, notamment l'Espagne, que vous avez évoqué, parce qu'il y a des mesures qui sont essentielles et qui sont prises récemment et qui fonctionnent bien. Mais pour tout ça, il faut de la volonté politique. Et effectivement, c'est... Alors moi, je rejoins un petit peu aussi ce qui a été dit aujourd'hui, peut-être vous l'avez lu, mais il y a eu un article qui est sorti et Godrèche exprimait un petit peu sa colère. Elle disait, en France, en fait, il y a des moments où on en parle beaucoup, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, parce que il y a des événements. Voilà, il y a eu notamment l'affaire Bédaram récemment, Gisèle Pellico, donc c'est des moments où on en a beaucoup parlé, et puis en fait il y a des moments où ça retombe, et elle disait c'est de la faute aux personnes qui font de la politique, que c'est
que ces prises de parole finalement et ces actes courageux et ces événements retombent un peu au bout d'un certain temps aux oubliettes. C'est pas forcément la faute en fait des personnes qui font de la politique, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est de garder en fait cette attention extrêmement haute et de regarder ce qui se fait ailleurs et de prendre exemple. Mais pour cela, en fait, il faut qu'on reste tous très très attentifs. Et il me semble, et peut-être les associations vont me corriger, mais la plupart des femmes qui subissent des violences veulent rester chez elles. C'est de leur volonté. Alors voilà, on ne connaît pas l'histoire de tout le monde. Certaines peut-être ne veulent plus rester dans l'endroit où elles étaient, mais il me semble que 6 femmes sur 10 désirent en fait rester dans le lieu où elles vivaient. Et il y a cette contrainte économique pour certaines, mais il faut qu'elles puissent être protégées. Et être protégées, c'est aussi faire respecter leur volonté et trouver des mesures qui sont confortables pour elles et confortables aussi pour les enfants qui, encore une fois, n'ont pas à subir cette double violence d'être privés d'un réseau social, de leur école, de leurs copains, de leurs camarades. Oui, je voudrais juste compléter sur quelques éléments. C'est que si on veut voir les violences, déjà, on peut les voir. C'est-à-dire, parce qu'en fait, là, ce que vous n'avez pas dit, c'est que, en fait, les femmes doivent déménager en France quand ça devient un danger pour leur vie. Mais avant ça, il y a plein de manières de détecter les violences. Je prends toujours cet exemple, mais dans chaque classe de France, dans toutes les classes de France, il y a 3 enfants qui subissent de la pédocriminalité, inceste ou pédocriminalité. Dans toutes les classes de France, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de détection systématique de ces enfants. Et combien d'enfants dans chaque classe de France voient sa maman être tapée par son papa? Dans combien de classes? En fait, on n'en sait rien. Mais vous voyez bien que si nous voulions le voir, eh bien nous aurions toutes les possibilités de le voir. Il suffirait de dire dans chaque classe, si vous subissez des violences, si vous voyez votre maman être frappée, si vous subissez des atteintes sur votre corps, eh bien voilà ce qu'il faut faire et venez nous voir et votre parole sera respectée. Et pareil, sur le fait d'éloigner les conjoints violents, ça veut dire derrière qu'il faut surveiller les conjoints violents pour qu'ils ne reviennent pas ni au domicile, ni à l'école des enfants, etc. Et cela, ça demande des moyens de police. C'est-à-dire ça demande qu'il y ait véritablement un suivi des déplacements de cette personne, etc. Tout cela, en fait, c'est de la volonté politique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut vraiment que nous changions d'échelle. Parce qu'en fait, là, et ce que disait Francesca est très juste, c'est que, et ce que disait du coup Judith Godrèche, c'est qu'il y a un cas, alors là, tout le monde s'émeut, puis c'est comme si on fermait la porte et on se disait rendez-vous au prochain cas. Et alors, il y a un autre cas qui arrive, puis là, de nouveau, ça monte, tout le monde s'enflamme, et puis on ferme la porte et on dit attendons le prochain cas. Et on ne fait pas le lien entre ces cas. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas les liaisons qu'il y a entre ces cas, et du coup, on évite, en ne faisant pas cela, on évite un débat fondamental qui est le caractère systémique. Et c'est cela, aujourd'hui, que nous devons toucher du doigt et aborder politiquement. Et juste sur les cas, il y a même parfois des cas qui passent en dessous des radars. En ce moment, il y a le procès Le Squarnec. On est dans quelque chose qui est industriel. C'est d'une violence, mais c'est hallucinant. C'est pas 1, 2, 10 victimes, 50 victimes, c'est au moins 300. Et peut-être encore plus. Alors moi, je suis effaré que c'est complètement transparent dans le débat public actuel. Alors je comprends que la situation géostratégique, de conflits, de tensions, efface un peu peut-être ça, mais à ce point, moi je m'interroge pourquoi ce docteur, qui a en plus, il s'avère qu'il a été chirurgien dans l'hôpital de ma commune, à Quimperlé, dans le Finistère. Il l'a été des années 2000 à 2007.
Donc moi je me dis, je dois croiser des femmes qui peut-être ne savent même pas qu'elles ont été victimes de cet homme. Donc pourquoi à certains moments, et ça c'est un vrai sujet qu'on découvre aussi, enfin qu'on découvre, que moi j'avais eu comme intuition avec la commission d'enquête quand il y avait eu quand Judith Godrèche s'est levée, moi j'ai pensé à Adèle Haenel, j'ai pensé à Flavie Flament, et j'ai pensé jusqu'à Maria Schneider. Voilà. Et à chaque fois, il y a, ou Marilyn Monroe, il y a une vague, et après il y a un ressac. Et moi, ce que j'aimerais bien sur ce coup-ci, c'est qu'il n'y ait pas de ressac. En tout cas pour le monde de la culture. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un peu d'optimisme sur le sujet, sauf justement le Squarneck qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, mais pourquoi ça ne fait pas l'ouverture des JT comme l'a fait le procès Pellico? Pourquoi là, ça... Voilà, bon. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est en train de changer un petit peu, que quand on parle de société patriarcale, on se fait moins huer qu'avant. C'est-à-dire que moi, je l'assume depuis un moment, mais je trouve que j'ai moins de trucs qui... Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez dit passer pour un woke, c'est-à-dire que même moi, quand je parlais de patriarcat, je passais pour un woke. Alors bon... Sauf que être woke, c'est être en éveil. Hein. Bon, bref, on va pas refaire le débat. Mais il y a un vrai sujet là sur. J'espère que ça va. J'espère qu'il y a quelque chose qui va faire. Et moi, j'ai juste une conviction en tant qu'homme, c'est que nous, les hommes, nous devons faire notre part. Et nous, les hommes, nous devons admettre que nous avons été élevés dans une société patriarcale qui nous est très confortable. Hein. C'est très confortable. Nous, on est moins souvent victimes, on en bénéficie, c'est-à-dire qu'on jouit de cette société patriarcale. Voilà, moi, homme blanc, j'ai beaucoup d'avantages sur les femmes. Mais je crois qu'il faut que nous nous engagions et que le dialogue se crée. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit, madame, tout à l'heure, sur le fait que vous n'êtes pas notre ennemi, même si vous avez été victime, vous n'êtes pas dans la détestation des hommes parce que vous avez été victime, mais il s'avère quand même qu'il faut que les hommes fassent un bout de chemin, qu'ils fassent un monde honorable, qu'ils reconnaissent qu'ils ont été élevés dans une société patriarcale, qu'ils reconnaissent aussi que parfois ils ont été un peu lourds, parfois ils ont été inappropriés. Et je crois que si on fait ça, il pourra peut-être y avoir aussi quelque chose de l'ordre du pardon, d'un apaisement de la société, d'un vrai changement de la société. Parce que dans cette société, ce n'est plus possible, comme le dit Sandrine, que à peu près toutes les femmes ont un jour été emmerdées, quoi. Et moi, je m'en suis rendu compte à peu près à 40 ans. J'en ai 54 maintenant. Et à 40 ans, en discutant avec des copines, je me suis rendu compte que tout avait, à minima, reçu une main au cul, excusez-moi, une main aux fesses, ou avait été agressé sexuellement, violé ou agressé moralement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà. Donc il faut qu'on continue tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, on avait une question. Oui, beaucoup de. Mais monsieur Bavet, mais juste avant. Oui, je voudrais apporter une précision à Madame à côté. Dans la loi française, il est prévu aujourd'hui déjà que ce soit l'homme qui doive quitter le logement. Après, dans la réalité, souvent, c'est pas le cas, mais aussi parce que les femmes ne le souhaitent pas forcément aussi. Quand elles ont été victimes, c'est le lieu. C'est ce que moi, je travaille dans le dispositif Lorrain, donc je vois. En tout cas, ça arrive régulièrement que les femmes préfèrent quitter le logement parce que c'est le lieu où elles ont été victimes avec leurs enfants et qu'elles souhaitent aussi pour se protéger aller un peu plus loin et pouvoir se reconstruire ailleurs dans un autre domicile. C'est ce qu'on constate en tout cas dans le dispositif Lorrain et c'est aussi pour ça qu'on a. Madame Devos parlait tout à l'heure de la rupture de proximité, de ne pas aller trop loin, mais en même temps de pouvoir, pas très loin de chez elles, garder leurs amis, garder leurs relations, mais pouvoir se construire ailleurs, dans un logement anonyme, plutôt que d'être dans le logement où elles ont subi les violences, où leurs enfants ont été victimes avec elles de ces violences. Voilà. Peut-être qu'on peut laisser le choix vraiment. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question ici, après je vais venir de l'autre côté. Merci.
Merci beaucoup pour cette soirée, cette conférence, c'est très important. Merci beaucoup, notamment à vos témoignages. Je me relie beaucoup à ce qu'a pu dire Madame Rousseau, puisque dans ce que tout ce que vous avez dit, mais particulièrement dans ce qu'elle disait, je sens cette notion d'inadmissible. Et si on ne se relie pas à ça, il ne se passe rien en fait, parce qu'il ne s'est jamais rien passé en des milliers d'années. Donc il ne faut pas rêver. Il faut, je veux dire, s'il n'y a pas une colère, s'il n'y a pas quelque chose si ça ne pète pas, entre guillemets, il ne faut pas rêver. Les bisounours, c'est dans les livres. Et donc j'entends bien ce que vous dites, Monsieur Balanant, sur le faire amende honorable, mais est-ce que vous pensez sincèrement que des hommes violents vont faire amende honorable? Mais non, mais il ne faut pas rêver. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ceux qui vont faire amende honorable, c'est ceux qui sont déjà convaincus qu'il y a un danger, ceux qui sont a priori pas dangereux. Donc ça ne changera pas. Donc je suis d'accord avec vous sur le principe, mais ça ne va pas se faire. Donc voilà, moi je me relie beaucoup à ce caractère d'urgence et d'inadmissible, parce que rien ne se fera en dehors de ça. J'ai une petite sœur, je lui parle encore, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas revue, puisque le 14 juin 2021, elle est partie. Je l'ai vue partir avec son enfant unique de 8 mois, avec sa petite poussette, son petit sac à dos. Elle retournait chez elle à Paris, dans son appartement, pour faire un devis de déménagement, puisqu'elle avait enfin décidé de quitter son compagnon, puisqu'elle avait enfin compris qu'il y avait un gros problème, quoi. Bon, je lui dis de ma manière qu'il était fou. Et le soir, c'est pas elle qui est rentrée. Le soir, c'est une voiture de gendarmerie ou de police, je ne sais pas, qui est venue et qui nous a donné une lettre. Il fallait appeler d'urgence la caserne Bessières du 17e arrondissement. Et donc, dans cette caserne, le commandant de police qui nous a reçus, qui avait 50 ans, donc je pense qu'il avait de la bouteille quand même, il n'a pas été capable de me dire ce qui s'était passé. Il a fallu que ce soit moi qui dise « mais il l'a tué, c'est ça ?» pour qu'il me dise enfin « oui ». Parce que lui-même, il n'avait pas les mots, il ne savait pas le dire. C'est 5 minutes qu'il disait c'est terrible, et voilà. Où est-ce que je veux en venir? C'est que dans l'immeuble où ça s'est passé, tout le monde était au courant. Bien sûr. Tout le monde était au courant, puisque ce monsieur, je ne sais pas si c'était volontaire ou de toute façon il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il fallait que tout le monde sache à quel point il l'humiliait. Donc toute la cour de l'immeuble était au courant. Ça fait du monde quand même, une cour d'immeuble à Paris. Et jamais personne n'a appelé la police. Enfin, si, le 14 juin 2021. Ils ont appelé la police, on m'a expliqué que la police était intervenue très rapidement, mais c'était évidemment trop tard. Donc, c'est pour ça que je me relie beaucoup à ce que dit Madame Rousseau, c'est-à-dire que il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Et c'est à nous, effectivement, à nous toutes et tous, d'être en mode alarme maximum, parce que le danger, il est maximum. En fait, il y a des dangers de mort tous les jours, partout. Effectivement, 2,5, 3 par semaine, femmes qui sont assassinées. Et en fait, eh bien, c'est terrible, mais depuis, évidemment, j'entends plus de témoignages, en tout cas où j'y suis beaucoup plus attentif Et par exemple, un petit voisin
un ancien voisin un jour je rencontre, qui me dit « Ah, il y a des problèmes là où j'habite maintenant, le couple à côté, ça crie pas mal. » Il me dit « Mais je sais pas quoi faire. Les gens ne savent pas quoi faire. » Alors, la plupart des gens, ils en parlent même pas du tout, parce qu'ils ont peur. Il faut dire, les gens ont peur. Quand il y a un homme violent, on a peur. Ensuite, une autre chose que je trouve, que je mets aussi dans le panier de l'insupportable et de l'inadmissible, c'est qu'en France, je sais pas pourquoi, je suis pas historien, mais en France, appeler la police pour dire il y a un problème avec un voisin ou quelqu'un, eh ben ça ne se fait pas. Parce que ça, en France, c'est de la délation. Voilà. Et en France, on ne fait pas de la délation. Apparemment, la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, et si on appelle la police, on est des collaborateurs. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est insupportable. Parce que c'est clair et net qu'en France, on ne veut pas appeler la police pour dénoncer quelqu'un. Sauf que ce n'est pas dénoncer quelqu'un, c'est sauver une vie. Et dans le meilleur des cas, la police viendra pour rien. Et il n'y a pas de problème, et tant mieux. On peut faire une danse de la joie si on appelle la police pour rien. Si c'était juste une engueulade et qu'il n'y avait rien de plus. Sauf que, des fois, il y aura un vrai problème. Donc, voilà. Moi, je voudrais ajouter donc, que, certes, il faudrait que les hommes ouvrent leur cœur, leur conscience, tout ça. Ok. Moi, je pense aussi que, mesdames, vous devriez, j'espère que vous êtes en colère, mais en colère plus. Parce que c'est des questions juste de vie ou de mort. Donc, c'est pas la police qui va régler le problème. Les personnes politiques, j'espère que... Là, j'ai entendu qu'il y a des choses qui se font, et merci, l'histoire de l'imprescriptibilité. Justement, je pensais à ça aujourd'hui, je me dis, c'est quand même insupportable de se dire que quelqu'un qui a fait des atrocités, de la torture, des viols, mais sauf que c'était il y a un certain temps, donc c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'est dans quel monde du temps. Donc si on n'est pas en colère maximum, si on ne se révolte pas, s'il n'y a pas une révolte, dans le fameux pays de la Révolution, mais il ne se passera rien du tout. Donc moi je vous invite, mesdames, à être très en colère et à le manifester un maximum. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur toute la planète, vous voyez, en Russie, pour moi, il y a eu juste, j'ai le souvenir d'un seul moment où la population a failli, en tout cas, il se passait quelque chose, c'était les maires des soldats qui ont osé aller dans la rue pour dire arrêtez de massacrer nos enfants, quoi. C'est la seule fois qu'il y a eu un mouvement de révolte contre M. Poutine. Un mouvement populaire, parce que les autres ont trop peur. Donc voilà, alors malheureusement ça n'a pas suffi, mais en tout cas ça s'est passé, ça. Donc voilà, moi c'est non pas que je m'en remette à vous, c'est non pas que je compte sur vous, mais par contre vraiment j'espère que vous êtes en colère, qu'il y a suffisamment de colère pour que ça impulse quelque chose. Parce que ici il y a une phrase à laquelle je me relie beaucoup aussi, c'est cette histoire de la honte qui doit absolument changer de camp. La honte doit absolument changer de camp. C'est insupportable que des gens qui sont des personnes toxiques et qui sont des prédateurs et qui sont pour moi des vampires, parce que c'est comme ça que ça se passe souvent dans les groupes. C'est-à-dire qu'ils mettent le crochet et puis ils prennent toute l'énergie de l'autre personne, ils prennent tout son argent, ils prennent tout. Et bien que les vampires puissent être tranquilles, dormir tranquilles, et que par contre les victimes, que ce soit ces personnes-là qui ne dorment pas, tranquillement, c'est qu'on marche sur la tête. Voilà, merci. Excusez-moi pour avoir été aussi. Oui, je vous remercie pour ce témoignage. Pardon. De même que merci à Francesca pour son témoignage. Comme vous le dites, il y a tout un immeuble qui pouvait agir. Et en fait, c'est ça, la société qui se tait. Et c'est ça, la tolérance vis-à-vis des violences. Parce qu'on estime que c'est quelque chose de l'ordre du privé. Parce qu'on estime que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et que cela ne nous concerne pas. Et en faisant cela, eh bien, nous laissons les violences se dérouler.
Et moi, je voudrais juste vous dire, évidemment, je suis très en colère. Et on me reproche beaucoup d'être très en colère là-dessus. Mais en fait, à un moment, imaginez un seul instant qu'il y ait des crimes de sang, parce que les viols sont des crimes, au-delà des féminicides. Imaginez un seul instant qu'il y ait des crimes de sang qui soient condamnés à hauteur de 0,6%. Personne n'accepterait ça. Il y aurait des manifestations tous les jours dans la rue. Tous les jours. On estimerait que la police et la justice ne font pas leur travail. Et ce serait révolutionnaire comme ambiance. Mais parce que ce sont des femmes les principales victimes des viols, eh bien finalement, on ne s'intéresse pas à ce chiffre. Et pourtant, c'est le chiffre de la honte, le 0,6%. Alors si vous connaissez si vous entendez des cris, si vous entendez une remarque sexiste, déjà une remarque sexiste, eh bien vous intervenez, vous dites non. Parce qu'en fait, c'est pas à la victime de la remarque sexiste de prendre la parole, c'est aux gens autour de dire mais non, mais arrête, ce que tu as dit, c'est pas correct. Et si vous entendez des cris dans votre immeuble, eh bien vous pouvez évidemment appeler la police, vous pouvez aussi donner votre numéro de portable à la personne, le glisser sous la porte, taper à la porte, ou glisser le numéro de portable en disant si vous êtes en danger, venez me voir, appelez-moi. Vous pourrez dormir sur mon canapé. Juste ça, vous pourrez dormir sur mon canapé. Et en fait, tout cela, eh bien, ça permet d'envoyer des messages comme quoi ça n'est pas tolérable. Et plutôt que d'avoir un homme qui rit quand une femme se prend une gifle dans la rue, eh bien, il faudrait qu'il y ait un homme qui passe et qui donne son portable en disant appelez-moi et je vous aiderai. Je serai là. Ou appelez le 3919, appelez la police, je serai là et je viendrai témoigner que j'ai vu que vous aviez reçu cette claque. Et si vous allez à la police, eh bien je témoignerai pour vous. Et si on avait une société qui témoignait pour les victimes, plutôt que d'être solidaire des agresseurs, eh bien tout changerait. Et tout cela, nous pouvons le faire. Et juste peut-être brièvement, ce caractère aussi d'inadmissibilité doit se construire dès le plus jeune âge. Et c'est aussi le rôle de l'école. Moi, je suis maintenant directrice d'école et je tiens vraiment à ce que les élèves aient la capacité et aussi un espace d'accueil pour pouvoir dénoncer. Alors malheureusement, on n'est pas encore tout à fait au point. On a du mal à mettre en place les heures d'éducation à la vie affective et à la sexualité, alors que c'est primordial, parce que comme le disait Sandrine, il y a trop d'enfants qui sont encore victimes de violences sexuelles, d'inceste au sein des familles, mais c'est aussi la façon de se construire, de construire les citoyens de demain, leur apprendre qu'on a une sphère de l'intimité, qu'il y a des choses qui ne se font pas et des choses qui se dénoncent. Et en fait, trop souvent, quand les enfants dénoncent, et c'est ce que a répété sans cesse d'ailleurs le juge Durand et la Civise, quand les enfants dénoncent, on ne les croit pas. Parfois, quand les femmes dénoncent, et ben souvent, d'ailleurs pas parfois, on ne les croit pas. Donc en plus du silence, il y a cette façon de se dire, oui, mais bon, il a raconté ça ou elle a raconté ça, est-ce que c'est vrai? Alors comment on peut à la fois demander que la parole se libère, demander à des femmes et à des enfants de dénoncer, et puis en fait, quand une fois qu'ils dénoncent, ne pas les croire. Donc on est encore face à cette société qui n'est pas encore tout à fait prête à accueillir la parole, tout à fait prête à avoir de courage de dénoncer quand on entend des cris. Et je suis d'accord avec vous, ça m'est arrivé 2 fois d'entendre des cris dans mon immeuble, dans la cour de l'immeuble, d'appeler la police. La police en pleine nuit est arrivée chez moi et est rentrée dans ma cuisine pour me dire où est-ce que vous avez entendu ces cris. Je les ai entendus, je pense, dans l'immeuble d'en face. Ils se sont déplacés. Finalement, ils n'ont rien trouvé. Mais il y avait d'autres voisins aussi qui avaient entendu et on s'en fiche en fait s'ils n'ont rien trouvé. C'est leur travail de venir, de se déplacer et de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais peut-être effectivement
qu'on aurait pu sauver une vie dans ce cas-là. Donc faisons-le, parce que quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du jury populaire, de la personne qui assiste et qui après se fait porte-parole auprès d'une centaine d'autres personnes, ce soir il faudrait qu'on sorte d'ici et qu'on ait tous ce rôle, qu'on se dise que finalement, c'est pas un rôle de super-héros, c'est juste qu'il y a des personnes autour de nous, dans notre quotidien, qui ont besoin d'aide et qu'on doit être capable de les aider. On a tous les moyens de le faire. Il y a plein de façons de pouvoir dénoncer, d'apporter de l'aide. Si on n'en est pas capable soi-même, parce que parfois on ne se sent pas capable de ça, d'offrir de l'aide ou de l'écoute, parce que c'est trop pour nous d'un point de vue émotionnel et on estime ne pas en avoir les moyens, il y a des associations qui le font. On les accompagne, on leur offre une nuit sur notre canapé, on les met à l'abri. Et c'est le rôle de chacun. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez en partie répondu à la question, parce que Sandrine Rousseau a parlé de révolution culturelle, et pour moi c'est vraiment la base de la base de la base, quoi. C'est-à-dire que si vraiment l'école peut permettre quelque chose, pour moi c'est bien ça, quoi. C'est-à-dire que d'apprendre les maths, ok, machin, etc., mais d'apprendre à vivre ensemble, ça réglerait, et à partir de ce moment-là, oui, on pourrait commencer à rêver le côté faut pas rêver, oui, on pourrait commencer à rêver. La politique, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de pouvoir commencer à aborder pour pouvoir en rêver. Donc du coup, l'école, vous en avez un peu parlé, mais du coup, j'ai l'impression qu'il faut vraiment la révolutionner, cette école. C'est-à-dire que si on doit apprendre, où est-ce qu'on peut apprendre ça ailleurs qu'à l'école, en fait, tout simplement? Où est-ce qu'on peut apprendre ailleurs qu'à l'école? Alors qu'en famille. Mais quand les familles, quand on voit la vague, je sais pas, on a tendance à dire la vague brune qu'on vit en ce moment, on a l'impression que dans les familles, c'est vraiment le meilleur endroit pour l'apprendre. Donc du coup, j'ai la sensation que c'est l'école. Est-ce que ça serait l'école? Vraiment, la révolution culturelle dont vous parlez. Alors justement, ça m'intéresse, voilà, parce que pour moi, c'est l'école, mais une école, mais pas celle-là, évidemment. Pas cette école-là. Pas l'école qui met des notes et qui pousse à être le meilleur, etc. Évidemment, pas cette école-là qui construit notre civilisation patriarcale et qui la conforte totalement. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, si c'est pas l'école, c'est quoi? Et si c'est l'école, il faut vraiment la bouger. Et est-ce que c'est possible, quoi? Voilà, il faut vraiment la changer, mais vraiment, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est une question, mais enfin si, c'est une question. Merci beaucoup. Alors je pense que vous allez devoir nous quitter. Ouais, on va devoir y aller, mais juste répondre sur l'école rapidement. Bon, l'école, on lui demande beaucoup déjà. Et c'est sûr, moi je pense que c'est... J'entends ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait d'être en colère et qu'il faut qu'on ait quelque chose de l'ordre de la révolution de la pensée, en fin de compte, sur ces questions-là. Je partage en partie. Et moi, j'avais cette illusion que par l'éducation, c'est-à-dire moi, par exemple, avoir été élevé dans quelque chose d'un peu différent, que j'allais le transmettre et que ça allait avancer comme ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Hélas, quand on voit les derniers chiffres du haut commissariat à l'égalité homme-femme, c'est que les femmes se sentent de plus en plus menacées, disent que c'est de plus en plus difficile d'être des femmes, et les garçons sont de plus en plus masculinistes. Donc il y a quand même un petit sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on rate? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être... tout simplement, je crois qu'il faut qu'on continue le combat. Voilà, tout simplement. Comment? Comment? C'est collectif, c'est initiatives, c'est le travail qu'on va faire, c'est chacun et chacune, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, vous n'aviez pas de questions, j'ai pas de réponse. Si, j'avais une question, parce que Sandrine Rousseau a plutôt fait non, c'est pas l'école. Oui, non, j'ai fait non, c'est pas l'école, parce qu'évidemment, dans l'école, il faut apprendre le respect, etc. Mais en fait, on ne va pas s'en remettre aux générations futures ad vitam, quoi. Là, c'est maintenant, c'est nous, en fait. C'est nous, là, maintenant. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, c'est nous. C'est-à-dire que c'est à nous d'interroger nos comportements. Et en fait, c'est trop facile de s'en remettre aux enfants. C'est à nous, maintenant, de prendre conscience du problème. Et en fait, je vais vous dire, il faut le faire parce que là, quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Trump, Musk, ça nous menace demain en France. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire, la révolution sera féministe, obligatoirement.
Parce qu'en fait, tout est lié et qu'on voit bien que Trump, il a gagné grâce à la mobilisation des réseaux masculinistes. Et donc, si nous ne nous bougeons pas, eh bien, nous allons les avoir en France. Et nous sommes en capacité de nous bouger parce que nous sommes majoritaires à vouloir l'égalité femmes-hommes. Et donc, il faut qu'on se le dise, nous sommes majoritaires et nous pouvons gagner à une condition, c'est de le vouloir. On va laisser, je vous en prie, vous avez débuté, s'éclipser. La ville d'Andrézy vraiment vous remercie. Peut-être j'ai une dernière demande d'intervention ou de questions, et Mme Pasquini pourra éventuellement répondre. Et après, on a une dernière slide avec un QR code qui vous permet de télécharger le violentomètre. Donc n'hésitez pas. Je vais donner la parole pour une dernière intervention. Monsieur le maire et Mme Pasquini pourront répondre. Et ensuite, derrière les gradins, donc de part et d'autre, à droite et à gauche, la ville d'Andrézy vous invite. Ah, monsieur le maire a une intervention. Et ensuite, donc à droite et à gauche, vous aurez un petit pot de l'amitié qui vous sera proposé. Voilà. Merci. Vous parliez de plein d'initiatives pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors c'est pas une question, c'est pas un témoignage, c'est juste pour revenir sur l'école. Nous, on est 2 enseignantes au collège Saint-Exupéry justement. Et vous parliez en plus en tant que directrice d'école sur l'éducation à la vie affective. Donc là, il y a un BO qui est sorti, on a un programme. Alors il y a plein de débats, des choses on est pour, on est contre, mais le programme est là. Normalement, les élèves sont censés avoir 3 heures par an. Dans les faits, c'est absolument pas mis en place. Même au collège, maintenant, cette année, on a fait une demande de formation. On est 15 enseignants à être formés pour faire ces séances. Cette année, ce sera que 3 heures en 6e. Parce qu'il faut les payer, ces heures, il faut payer les enseignants. Ou alors, il faut que la direction accepte que les enseignants laissent leurs élèves, leur classe pour faire ces heures-là. C'est vraiment ultra compliqué. Donc même si on est 15 enseignants formés, l'année prochaine, on le sait très bien, on ne pourra pas faire ces 3 heures par niveau, c'est pas possible. En plus, super important d'avoir les élèves, d'être à 2, d'avoir les élèves en demi-groupe, donc c'est compliqué. Mais vraiment, on y croit à ces heures-là, à fond. Là, à titre d'exemple, en 3e, les élèves de 3e vont avoir une séance sur les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, en classe entière. Ça ne va pas être simple. Madame Rousseau disait qu'il n'y a pas que les élèves, que les enfants, il y a aussi les adultes. Et c'est vrai que nous, on le voit, les élèves qui prennent la parole, certains sont peut-être en conflit de loyauté avec ce qu'ils entendent à la maison. Du coup, il ne faut surtout pas être dans l'émotion, pas être dans la colère pour gérer ce genre de propos qui sont vraiment très très dérangeants et quand même agir avec les générations là maintenant adultes, âgées, etc. Mais aussi les enfants et qu'ils aient une autre façon de voir les choses que la vision des parents, du père peut-être. Voilà. On essaie, c'est dur, manque de moyens, mais en tout cas les choses changent peut-être, on espère en tout cas. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Non. Monsieur le maire, un dernier mot peut-être pour conclure, le micro est juste là. Bon, déjà, le système éducatif en France est effectivement en retard par rapport à nouveau à nos amis scandinaves, puisque dans les pays scandinaves, notamment en maternelle, dès la maternelle, il y a des séquences d'inversion de rôle. Et les filles ont des séances de valorisation individuelle. Et les garçons, eux, ont des séances de massage, de calme, un peu yoga avec des bougies, etc. On ne fait pas du tout ça, nous, en France. Mais comme je vous l'ai dit, la situation néanmoins s'améliore au lycée, où il y a vraiment là, quand même, des cours, notamment d'éducation morale et civique, et des cours aussi en sociologie, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu en retard. Le Père Noël m'a apporté un petit ouvrage qui est en lien très étroit avec ce qu'on dit ce soir, c'est le coût de la virilité. L'éducation reste encore très différenciée filles-garçons, et les parents en sont les principaux responsables, mais pas que, mais voilà, on est dans cette société-là où on doit genrer très fortement.
Et la virilité est une valeur profondément masculine, comme vous le savez. Hein. D'ailleurs, virilité, une femme virile, on se demande ce que ça peut être. Alors on va dire qu'il y a la bonne virilité. La bonne virilité, finalement, c'est que les garçons ont quand même plus de pratiques sportives. Mais même là, les statistiques montrent que les villes investissent dans leurs dépenses d'investissement d'équipement. Ces dépenses sont fléchées à 75% pour les garçons. Hein. Voilà. Et puis, il y a bien évidemment la mauvaise virilité qui génère de la délinquance et puis de la violence. Et ce petit ouvrage écrit par Lucille Pétavin, qui est une historienne et une sociologue, a essayé de mesurer le coût économique de la virilité. Cette virilité engendre beaucoup d'actes délictueux, puisque donc il y a des statistiques qui montrent que la délinquance est très majoritairement masculine, à plus de 80%. Hein, on a parlé tout à l'heure de viol, mais même pour tous les autres actes de délinquance, et notamment de violence, et ça coûte à la collectivité. Voilà. C'est donc très très intéressant de nous apercevoir que cette violence, elle touche bien évidemment les femmes, elle touche les êtres humains, mais elle touche aussi l'économie, elle touche nos finances, et elle est à l'origine d'un déficit budgétaire dont on entend beaucoup parler. Et puis je voudrais quand même terminer par des notes plus optimistes. C'est bête que Sandrine Rousseau soit partie, parce que moi c'est une députée que j'ai toujours bien aimée, elle est très clivante. Mais on a besoin de députés comme ça, radicaux. Je me souviens de son histoire du barbecue. Le barbecue est vraiment un marqueur symbolique de la domination masculine et de la virilité. Alors ça avait fait un scandale. N'empêche, il y a 62% des hommes qui sont d'accord pour dire que le barbecue est quand même un marqueur viril. Je suis tombé sur cette statistique, je voulais la dire ce soir. Et puis une dernière chose, on parle de féminisme. Et la semaine dernière, dans Le monde, il y a eu un sondage auprès des hommes. On leur a expliqué ce que le féminisme. On leur a demandé si finalement ils se trouvaient féministes. Et 45% des hommes se trouvent féministes. C'est quand même pas mal. On m'attendait à beaucoup moins que ça. Ouais. C'est pas encore assez. Alors vous avez parlé de vagues, de ressac. Moi je trouve quand même qu'il y a une très très belle vague depuis la vague MeToo. Et au contraire, le fait que l'on évoque maintenant du masculinisme, c'est que ces mecs-là, ils se sentent quand même très très fortement menacés. Voilà. C'est sûr. Voilà, je voulais terminer par cette note positive. Je vous laisse la parole. Voilà. Très bien. Merci à toutes et à tous, et on se rejoint derrière pour un verre de l'amitié.